Produit par Binge Audio. Salut chers auditeurs, ici Naomi Titi et aujourd'hui on va parler rap et masculinité. Ça fait longtemps qu'on veut parler de ça dans les couilles sur la table parce que le rap, c'est le genre musical qu'on associe le plus souvent à la masculinité toxique, c'est-à-dire une masculinité explicitement sexiste, homophobe, qui prône un virilisme exacerbé. Ces critiques-là, on les entend souvent dans la bouche de gens qui ne viennent pas du rap. La plupart du temps, elles sont gratuites, teintées de racisme ou de mépris de classe. Mais dans certains cas, elles peuvent être fondées. Il y a plein de choses passionnantes à dire sur ce genre musical qui est le plus écouté dans le monde aujourd'hui. En 2024, par exemple, c'est le rappeur Werenoi qui a vendu le plus d'albums en France pour la 2e année de suite. Et le rap, c'est le genre français qui s'exporte le mieux à l'international. Bref, l'industrie du rap pèse très lourd et comme plein d'autres sphères artistiques, elle est majoritairement composée d'hommes. Comment fonctionnent les dynamiques de pouvoir dans l'industrie du rap ? Quels modèles de masculinité y sont valorisés ? Qui critique les masculinités du rap et dans quel but ? Pour explorer tout ça en profondeur, on vous propose une mini-série spéciale rap en 2 épisodes, menée par un journaliste qui se pose toutes ces questions depuis des années. Il nous vient de Genève et il s'appelle José Tippenauer, alias Jeos. Ça, c'est son nom de rappeur qu'il a gardé en tant qu'animateur radio spécialisé dans le rap. Il anime une émission qui s'appelle Nayuno sur la radio suisse Couleur 3 et il a aussi cofondé un podcast indépendant, Mask Off, pour aborder les croisements entre rap et masculinité. C'est parti pour l'épisode 110 des Couilles sur la table, un podcast créé par Victoire Tuaillon. Musique rap, musique que j'aime. Comment critiquer le rap depuis l'intérieur, exposer les couilles sur la table et égayer les problèmes sans risquer de nourrir les différentes stigmatisations dont il est constamment victime. Je suis tombé dans la marmite en 96 ou 96 selon d'où vous m'écoutez. Auditeur, puis rappeur, puis animateur, j'ai fait mon bonhomme de chemin. Vrai bonhomme, tu vois comment ? J'ai rejoint Couleur 3 au sortir de mes études en gender géographie, période durant laquelle j'ai remis en question plein de choses et où j'ai identifié tout ce qui avait construit ma masculinité d'homme hétéro, cisgenre, métis, afro-descendant. Dont le rap, évidemment. Les rappeurs, ces super-héros, modèles de réussite qui me ressemblaient en partie et auxquels mes potes et moi, on pouvait s'identifier. Pour le meilleur, souvent, et le pire, parfois. Musique rap, musique que j'aime. Par amour pour le rap, comme un ami à qui on dit ses 4 vérités, j'ai voulu affronter les questions de masculinité et de surreprésentation des couilles dans mes contenus médiatiques, chroniques, interviews, etc. Je me suis vite rendu compte qu'une partie du public rap avait du mal avec ces critiques. Il y a ceux qui s'en battent les yeux-coups, qui considèrent normal que nos idoles nous expliquent comment on doit les porter, ces yeux-coups, nous enjoignant à ne surtout pas lécher celles d'autrui. Ou ceux qui n'aiment pas qu'on les leur casse. Tu pars en yeux-coups, Jeos, on dirait qu'on est chez TF1 avec tes critiques là. J'ai vraiment entendu ça. Mais cette réplique s'explique, je comprends d'où elle vient. Les médias mainstream ont tellement dénigré et critiqué le rap, justement, ou plutôt injustement, souvent gratuitement, qu'avec le temps, on y est devenu allergique à la critique. Notre musique s'est construite en marge des carcans habituels de l'industrie musicale et de l'intelligentsia culturelle, notamment l'intelligentsia francophone, qui voit cette contre-culture comme une sous-culture. Le rap a donc développé son propre écosystème, ses propres médias spécialisés notamment, pour faire front entre nous, par nous, pour nous, quitte à ne plus oser dire ce qui ne va pas. Moi, yeux-coups ou pas, j'aime gratter là où ça démange et ne pas me satisfaire des bottages en touche. Alors vous l'aurez compris, mesdames, messieurs, c'est le entre les deux ou aucun des deux. Aujourd'hui, on va parler de rap, mais on va le faire tout en nuances, ni en fan aveuglé, ni en hater condescendant. On va tenter de faire la part des choses avec ma première invitée, Benjamin Veil.
Basée en Seine-Saint-Denis, Benjamine Veil est travailleuse sociale dans la protection de l'enfance partout en France et philosophe de formation. Amatrice de rap depuis son adolescence dans les années 90-90, elle a observé l'évolution de cette musique depuis ses débuts artisanaux et confidentiels au sein de la contre-culture hip-hop jusqu'à son ascension au sommet des charts grand public. Ça fait quelques années qu'elle crée du contenu sur le rap et ses dérives et en 2023, elle publie un livre aux éditions Payot intitulé « À qui profite le sale ? Sexisme, racisme et capitalisme dans le rap français ». Elle analyse les représentations virilistes du rap et place le focus sur l'industrie du disque comme agent déformateur de ce fameux miroir de la société que pourrait être le rap en salissant les artistes et en promeuvant des figures stéréotypées. Première question pour Benjamine Veil, le sale, c'est quoi exactement ? Et bien justement, le sale, un peu comme la culture hip-hop et le rap qui va avec, c'est un terme polysémique. Déjà, et qui est un terme qui a bougé, qui a évolué. À la base, faire du sale, c'est faire du bon son. C'est quelque chose qui, justement, renvoie à une espèce de son dirty, donc qui renvoie à des choses plutôt basses, comme on dit. Donc, moi, j'aime bien rappeler que ça renvoie aussi au BPM du cœur, au tripal, à quelque chose de presque d'intestinal. Enfin, donc oui, c'est pas le plus joli, hein, les viscères. Et en même temps, il y avait quelque chose, justement, qui permettait de pouvoir faire du beau à partir du dit sale et aussi de réenchanter son environnement. C'était ça aussi la culture hip-hop. Donc à la base, le sale a une dimension extrêmement positive. Et puis au fur et à mesure, je vais me rendre compte, enfin en tout cas au fur et à mesure que le rap évolue, le sale, faire du sale, devient autre chose. C'est-à-dire qu'avant, on faisait du son sale. Et d'ailleurs, j'aime bien citer Despy Gonzalez dans le film Brooklyn de Pascal Tessot, qui dit faire du proprement sale, justement, ce qui, je trouvais, extrêmement significatif de la manière dont on employait ce terme avant, et qui devient en fait faire du sale au fur et à mesure, et là, pour le coup, qui passe dans le langage courant, qui sort de la musique, et faire du sale, c'est du transgressif, c'est de l'illégal, alors, et ça va même au-delà de l'illégal, c'est de l'immoral. En fait, surtout. Donc, il y a quelque chose qui touche justement à potentiellement agresser des femmes, potentiellement faire de l'argent, mais de manière sale, à savoir des choses graves qui peuvent amener à là, on n'est pas dans du délit, on est plutôt dans du criminel. Voilà. Donc, le sale prend une nouvelle forme au fur et à mesure, et c'est ce sale-là qui est, en tout cas, le plus mis en avant par l'industrie. Hein, c'est pas le sale qui représente le rap, loin de là, mais c'est celui qui va devenir le signifiant du rap mainstream. Alors, dans les couilles sur la table, on parle de masculinité, évidemment. Le rap, à l'instar d'autres milieux comme le foot, par exemple, est un environnement où les hommes sont surreprésentés. Et on le critique souvent comme faisant la part belle au pire travers de la masculinité, insensibilité, sexisme, homophobie, etc. Est-ce que vous pouvez décrire l'image archétypique de la masculinité qui est renvoyée par l'industrie rap, que vous appelez, comme d'autres le font aussi, le rap game ? Alors oui, en effet, l'industrie du rap et du rap game, qui est à la fois composée d'ailleurs des médias, notamment spécialisés rap, et de la production au sens industrie, label, major label. Il y a cette idée finalement, moi je vais la résumer un peu, c'est le grand méchant rappeur, en fait. Un peu sur le mode du grand méchant loup. On est d'ailleurs dans le conte, pas loin, avec l'idée justement de l'incarnation de ce que certains appellent aujourd'hui la masculinité toxique, qui est difficile à définir d'ailleurs, parce que finalement elle revêt plein de formes différentes, mais en tout cas c'est une masculinité en tout cas qui peut être mise en avant par certains, qui va être une masculinité dominante, qui vise à conquérir le plus de femmes possible, insensibilité justement à l'amour. Par exemple, voilà, ça va être des phases comme Booba peut en avoir beaucoup. Elle voudrait avoir mon cœur, mais en fait, elle l'aura jamais. Enfin, voilà, moi, je préfère son boule. Enfin, bon, je vous la fais courte. Hein. Ou bien, ça va être aussi des représentations du masculin comme étant complètement guidé par ses pulsions sexuelles. Et ça, je trouve que c'est finalement assez dommage, comme on peut le retrouver par exemple chez Niska, dans tout son imaginaire autour du charreau. Ça va être aussi, par exemple, une masculinité violente, mais violente physiquement, pas forcément que psychologiquement, aussi psychologiquement, mais surtout physiquement. Et avec l'idée que, voilà, si l'autre ne va pas dans son sens, l'idée, c'est de le détruire. Voilà. Donc, une représentation de soi comme sujet, mais des autres comme objet. Je vais le dire comme ça aussi. Alors, dans votre livre, vous relevez l'hypocrisie de ce rap game et de l'industrie culturelle française en général, puisque il lui arrive assez souvent de critiquer ce sale, mais en même temps, elle le promeut et en tire profit.
Là, on rappelle que le rap représente une poule aux œufs d'or pour nombre d'acteurs culturels. Par exemple, dans son étude de 2023 sur le marché français, le SNEP, Syndicat national de l'édition phonographique, qui est la principale organisation patronale regroupant les producteurs, éditeurs et distributeurs de musique enregistrée, affirmait que ce marché affiche un chiffre d'affaires de 968 millions d'euros. Dans le top 20, 17 des albums les plus vendus sont des projets produits en France et en français. Et le SNEP précise ceci, mention spéciale pour le rap, le hip-hop et le R&B, qui domine la tête de ce classement et impose cette scène comme la plus dynamique d'Europe. Bon, ils font une distinction là entre le rap et le hip-hop, on va pas y revenir. Et on va pas y revenir. Voilà. Mais pour dire que vraiment le rap est une poule aux œufs d'or et on a cette industrie culturelle française en général, mais notamment les majors consacrés, qui ont des labels consacrés au rap, etc., qui donc vont tirer profit de ce sale, quoi. Donc maintenant, j'aimerais qu'on essaye d'identifier ce qui influence les représentations de cette masculinité viriliste omniprésente. Et puis aussi les rapports de pouvoir qui se jouent dans le rap en tant que musique et milieu empreint de domination masculine. On va donc segmenter les sous-secteurs de façon un peu schématique. En gros, il y a le rap en tant que culture, avec ses codes propres à elle. Il y a les artistes qui écrivent, qui interprètent leur musique. Il y a les maisons de disques ou labels qui valident et diffusent ces musiques. Et il y a les médias, généralistes et spécialisés, qui promeuvent et ou, parfois, critiquent ces musiques. Il y a aussi les plateformes de streaming qui hébergent ces musiques et productions visuelles. Et enfin, l'opinion publique, le public, voilà, les fans de rap et les personnalités qui prennent parfois la parole pour la défendre ou la descendre avec des arguments plus ou moins justifiés. Alors, on va commencer par le rap en tant que culture. Quelle est la part intrinsèque de virilisme contenue dans son ADN dès ses débuts ? Et je précise encore une chose, on rappelle que le rap naît au sein de la société. Évidemment, il est une émanation de celle-ci, précisément originellement de quartiers abandonnés par l'État. Donc c'est un reflet, mais en tout cas, moi, ma thèse, c'est toujours de me dire c'est un miroir grossissant qui va forcer certains traits, notamment avec cet entre-soi masculin, une compétitivité avec la culture des battles, les clashs qui venaient historiquement même de ce qu'on appelait les Dirty Dozen, qui étaient des battles de vannes dans les prisons, etc., etc. Donc voilà, vraiment le rap en tant que culture, quelle est la part de virilisme qui est contenue dans son ADN, quoi ? Eh ben moi, je dirais que dans son ADN, il n'y en a pas. En fait, il n'y a pas de virilisme tel qu'on l'entend dans l'ADN du rap, qui est donc une émanation de la culture hip-hop, qui, quelque part, a donc réuni plusieurs types d'esthétiques, plusieurs disciplines, que sont le rap, le DJing, le beatboxing, la danse et le graffiti. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui considèrent que le virilisme fait partie de l'ADN du rap. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, en fait. Parce que je vais dire que oui, la compétition, enfin, je vais même dire l'émulation réciproque en fait partie. Un peu sur le mode de la boxe, en effet, qui peut avoir des dimensions aujourd'hui qui peuvent être qualifiées de virilistes, mais c'est pas dans l'ADN de la boxe d'être viriliste. En soi. Il y a des femmes qui boxent. Je prends cet exemple de la boxe, mais de tous les sports de combat, d'ailleurs, aujourd'hui, enfin, qui sont d'abord menés par des hommes, parce qu'en effet, on avait tendance pendant longtemps à penser que seuls les hommes pouvaient se battre. Mais c'est pas pour autant que le virilisme y est inscrit dans l'ADN. Par contre, ce qui est dans l'ADN du rap, c'est une certaine revendication qui est de choquer. Ça, par contre, c'est dans l'ADN du rap. Alors, c'est marrant parce qu'en plus, en 2025, le gimmick de 2025, c'est 2025, on va tous les choquer. C'est ce que les jeunes disent beaucoup. Bon, bah finalement, c'est très rapologique. Ça dit bien l'envahissement du rap aujourd'hui. Mais donc, il y a cette dimension du choc et qui va notamment passer par un langage. Mais parce que moi, j'aime bien rappeler que qui dit culture dit langage. Toute culture a son langage. Et dans la culture hip-hop, il y a un langage. Et notamment, par exemple, il y a des insultes. Enfin, ce qui pourrait passer pour le bourgeois par des insultes, et là je dis bien parce que c'est pour choquer le bourgeois, c'est pas pour rien que... Et notamment le terme bitch, qui est un terme qui va se retrouver régulièrement, en tout cas dans le rap dès ses débuts, mais qui quelque part est approprié par les femmes du milieu. Et qui s'appelle bitch. On s'appelle bitch entre nous aussi. Donc il n'y avait pas quelque chose de... En tout cas, c'était pas perçu comme une insulte. On est plutôt du côté de la réappropriation du stigmate. Mais il y avait quand même Queen Latifah dans UNITY qui disait « Qui est-ce que tu te permets d'appeler bitch ?» Et justement... C'était dans les années 90. Alors justement, qui est-ce que tu te permets d'appeler bitch ? Et est-ce que c'est moi ? Et est-ce que moi, je peux me le réapproprier ? Parce qu'il y a cette dimension juste derrière aussi. Est-ce que moi, je peux moi aussi dire, voilà... C'est tout le concept de ce qu'on appelle la bad bitch, d'ailleurs. Enfin, qui est pas une insulte, au contraire. Donc, il y a cette dimension aussi du langage. Et c'est vrai que c'est souvent des gens qui ne connaissent pas ce langage-là qui vont qualifier de viriliste cette culture parce que, justement, ils n'ont pas accès au code interne. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a la dimension du clash et de la rivalité, ce que j'appelle moi plutôt l'émulation réciproque, c'est-à-dire l'idée de se dépasser
à l'aide de quelqu'un d'autre, qui va aussi justement dans une forme qu'on peut qualifier de compétition, mais qui quand même, au démarrage de la culture hip-hop, on est quand même beaucoup sur des crews, donc sur des collectifs. Donc c'est pas c'est plus du sport co que du sport individuel. Donc déjà, il y a quelque chose aussi de l'émulation collective et de faire ensemble, et même au sein des groupes, on essaye d'être le meilleur, mais on essaye d'être le meilleur pour pouvoir continuer de se dépasser et de donner, j'ai envie de dire, pour que le groupe devienne le meilleur. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver, j'ai envie de dire, dans toutes les disciplines sportives. C'est pas parce que le tennis demande, par exemple, je prends exprès le tennis, ou l'équitation, ou le golf, demande à ce qu'on soit... Il y a des compétitions aussi, que ça veut dire que c'est viriliste. Mais c'est pas le cas dans toutes les musiques. Les musiques n'ont pas forcément ce côté compétitif, en tout cas public. Publiquement. Parce qu'en même temps, dans les faits, bien sûr que tout le monde se tape pour être en haut des charts. Et ça fait partie du jeu. Mais de l'expliciter dans des textes. Mais de le revendiquer comme un art sportif, voire un art martial, à la base, il y a cette dimension dans la culture hip-hop aussi. C'est-à-dire de revendiquer quelque chose d'une forme d'art martial, en fait, à travers, qui d'ailleurs rejoint certains courants de danse, comme la crump, par exemple. Enfin, on est quand même sur des choses qui viennent tirer des influences très internationales aussi. Et c'est là où, justement, pour moi, la battle et le clash qui vont avec, parce que ça va ensemble, c'est le versant un presque opposé de l'ego trip. Parce qu'il y a aussi cette dimension de l'ego trip qui est très présente dans la culture rap. Et ça fait partie de l'ADN. L'ego trip, c'est une façon de se mettre en avant, de se survaloriser. Mais de se survaloriser avec un certain humour. C'est-à-dire qu'il y a, et ça c'est ce que d'ailleurs la plupart des gens qui ne connaissent pas la culture hip-hop n'entendent pas, c'est l'humour qu'il y a derrière. Et de la même manière dans le clash, normalement c'est avec humour et c'est auprès de gens qu'on respecte. On se clash pas avec des gens qu'on respecte pas, même si maintenant c'est un peu en train de changer. Et merci Kendrick là-dessus, mais bon bref, c'est pour dire qu'à la base il y a quand même un enjeu. Alors il y a des enjeux financiers aussi, on va le voir dans les années 90, même au début des années 2000 aux États-Unis, il y a quand même entre 50 Cent qui va racheter tous les billets de concert. Enfin bon, on sait, il y a des trucs où c'est pas par amour ou par amitié, attention. Mais au démarrage, on se clash au sein d'un même groupe et on se clash entre personnes qui se connaissent suffisamment bien pour s'autoriser à y aller. Pour moi, l'image absolue du clash, c'est le clash Aketo versus Tunisiano. Qui vraiment... Ce sont des rappeurs français, du 95 et du groupe Sniper. Exactement. Et qui donc, en fait, joue sur les tares des uns et des autres. Et c'est pour ça que c'est vraiment le pendant de l'ego trip. C'est-à-dire que l'ego trip, je me survalorise, je gonfle mon ego. Avec le clash, je redescends, en fait. Donc, il y a une façon aussi de travailler les égos. En fait, des égos qui sont quand même des égos souvent malmenés, parce que c'est des égos qui ont été malmenés par les institutions, souvent que ce soit l'école, que ce soit la justice, que ce soit l'hôpital. Enfin voilà, on est sur des égos qui ont été malmenés. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on retrouve dans les quartiers populaires en France, en fait, cette façon de se tailler, c'est comme ça qu'on dit, de se tailler en bas des tours, quoi. Enfin, et moi je dis souvent... Comme je travaille dans le social et dans la protection de l'enfance, c'est des choses auxquelles je suis amenée à travailler régulièrement et de dire, mais tant que ça circule et que la vanne circule et que c'est pas toujours le même qui se la prend, tout va bien, en fait. C'est aussi un apprentissage pour sortir un peu de cette espèce d'amour tout-puissant des parents qui font de nous une espèce de Dieu sur Terre. Ça permet de redescendre sur Terre aussi. Voilà. Donc c'est pas très viriliste finalement à la base. Mais par contre, ça va au fur et à mesure le devenir un peu, et notamment l'ego trip peut devenir un peu viriliste à certains endroits. Parce qu'on va passer de références historiques à des grands chefs d'État, type Sankara, enfin voilà, qui étaient quand même des gens qui avaient donc une notion internationaliste. On parlait de Nasser dans les textes dans les années 90. Enfin voilà, donc avec des enjeux, on est d'accord ou pas politiquement, mais des enjeux plutôt ouverts sur le monde. Et puis, on va commencer à prendre des modèles, comme aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de Poutine, dans les images, voilà, voire d'Hitler. Pour certains. Donc toujours des figures masculines, mais il y a un basculement comme ça. Voilà. On avait déjà vu, je me rappelle que Booba avait un morceau où il utilisait l'image de Saddam Hussein aussi. Ouais. Mais qui sont d'ailleurs, en l'occurrence, vu que c'est majoritairement des hommes, ils se comparent à des hommes, mais voilà, on a un glissement. Mais il y a un petit glissement, en tout cas, de la gauche vers la droite, faut le dire. Alors justement, les artistes. Là, on est toujours en train de segmenter comme ça un peu la part d'où vient ce virilisme, etc. Il y a une distinction à faire entre les artistes mainstream, qui sont très grand public, que vous appelez idoles dans votre livre, et puis ceux qui sont plus underground, comme on dit, donc plus niche, moins tenus par des impératifs commerciaux.
Mais en vrai, même dans ces sphères plus confidentielles, voire amatrices, on trouve des paroles qui revendiquent cette image d'homme dur, qui enchaîne les concubines sans s'attacher, voire les possède, vous l'avez dit tout à l'heure, voire même les maltraite. Vraiment rapide petit exemple, mais moi, donc, je suis à la base, je fais du rap, je suis prof aussi, et des fois, je donne des ateliers d'écriture. Et je me rends compte que très rapidement, dans les ateliers d'écriture, les jeunes mobilisent ces images-là. Donc, est-ce qu'on peut responsabiliser les artistes déjà individuellement pour cette représentation biaisée de la masculinité, de leur masculinité qu'ils essaient de véhiculer comme ça, partielle et partiale dans leurs œuvres? J'ai envie de dire, c'est toujours la question de la foule à poule. Finalement, est-ce que c'est la faute des artistes ou est-ce que c'est des artistes qui remplissent des attentes ? C'est toujours cette question, et les attentes de qui ? On va en rajouter aussi, parce que souvent on va dire que c'est les attentes du public, mais oui, ça marche. C'est vrai que plus c'est sale, plus ça marche. Mais ça marche auprès de qui ? Ça marche en effet auprès de l'ado de 14 ans qui est en quête, justement, ce qu'on rencontre dans les collèges, qui est en quête de sa propre masculinité, qui est aussi emprunt à des stéréotypes, ce qu'on appelle des imagos, donc des images construites dans l'opinion publique et dans l'inconscient collectif, de ce que doit être un homme. Et dans notre société française patriarcale, l'homme, c'est un homme viriliste, en fait. C'est quand même comme ça qu'on le promeut. Donc forcément, pour des ados de 14 ans, ils attendent quelque chose qui serait viriliste. Mais c'est là où justement la culture hip-hop ne l'a pas ce virilisme dans son ADN, parce qu'elle était une contre-culture au départ. Donc quelque part qui venait questionner ce qu'on appelle l'ordre établi, à savoir cet inconscient collectif. Et aujourd'hui, en tout cas ceux qui marchent le mieux, et donc ceux qui vont, quelque part qu'on va souvent prendre pour modèle, parce que c'est ça un idole, c'est un modèle aussi. C'est celui auquel on croit quoi qu'il arrive, qui est quasiment divinisé. Donc qui prend une place importante dans l'inconscient, justement, des personnes aussi. Et les modèles qu'on va avoir, il y a cette idée qu'il faut que ça soit des modèles forcément extrêmement virilistes pour correspondre à l'idée du mâle alpha, en fait. Et c'est là où ça renvoie, pour moi, aussi à une représentation qu'on va avoir des hommes comme devant être forcément forts et forcément virilistes, en fait. Alors qu'il y a plein d'autres façons d'exercer sa masculinité. Malheureusement, chez les plus jeunes, ce qui va marcher, c'est cet imago un peu, justement, mâle alpha, qui va fonctionner et qui va faire que ça vend. Et c'est là où l'industrie, en fait, va plutôt miser sur ceux qui font le plus sale possible. Donc la responsabilité des artistes en tant que telle, pour y revenir, elle est toujours particulière, parce que l'artiste, pour moi c'est toujours compliqué, parce que l'artiste il a besoin aussi de faire quelque chose qui marche, sinon il n'en vit plus. Alors moi c'est vrai que j'ai tendance à conseiller de ne pas chercher à en vivre, et quelque part tant mieux si ça marche, mais voilà. Mais c'est logique que des gens aient envie de vivre de leur art. C'est compréhensible, légitime. Donc il y a un moment où pour que ça marche, on est souvent un peu obligé de lâcher un peu quelque chose de son identité propre et de rentrer un peu dans des moules. Le moule qui est attendu du rappeur, c'est d'être ce grand méchant viriliste. Concernant la production et la promotion de cette masculinité sale dans le rap, vous mettez l'accent sur la responsabilité de l'industrie, à commencer par les maisons de disques. Les grosses principalement, donc ce qu'on appelle les majors, Universal, Warner, Sony Music. Comment fonctionnent les structures de pouvoir à ce niveau-là ? Alors, il faut quand même savoir que les majors sont dirigés que par des hommes blancs, c'est important de le dire encore aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une reproduction quand même en France, on est sur ce qu'on appelle une reproduction des héritiers, au sens sociologique du terme. C'est-à-dire qu'autant aux États-Unis, on a vu que certains rappeurs ont pu monter leur propre structure. Je pense à Jay-Z, je pense à Dre, ont amené à finalement... avec du pour et des contre, mais en tout cas... Qui sont donc des rappeurs noirs, afro-américains issus du ghetto. Jay-Z New York et Dre Los Angeles. Aux États-Unis, il y a eu cette appropriation des moyens de production qui n'existe pas en France. En tout cas, pas encore tout à fait. Il y a quelques personnes qui tentent, mais qui n'ont pas le même pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'en France, en tout cas en Europe, on est sur ce que j'appelle une logique d'héritier. Alors là, je reprends le terme de Bourdieu, des héritiers de Bourdieu, mais c'est surtout cette idée quelque part que... l'entrepreneuriat ne se fait pas de la même manière. C'est plus compliqué de monter sa boîte, j'ai envie de dire, en France qu'aux États-Unis. Et surtout, il n'est pas vu de la même manière, l'entrepreneuriat. Et donc, ça fait que c'est un peu toujours les mêmes qui reproduisent. Pourquoi aussi ? Parce qu'on a tout un système
de grandes écoles aussi en France, qui n'existent pas aux États-Unis. Qui n'existent pas de la même manière. On n'a pas forcément besoin de faire une grande fac pour pouvoir travailler dans un label, alors que pour le coup, en France, si on ne sort pas d'école de commerce ou éventuellement de Sciences Po, c'est difficile et encore, d'ailleurs, Sciences Po, c'est pas le plus tendance. C'est plutôt si on ne sort pas d'école de commerce et de grandes écoles de commerce, donc les payantes, qui coûtent très cher. On est à plus de 15 000 euros l'année. Donc, tout le monde ne peut pas y aller. Certains ont la chance de pouvoir faire des prêts, mais déjà, il faut savoir qu'en France, pour pouvoir faire un prêt, ne serait-ce qu'étudiant, il faut déjà avoir des moyens. En fait, on ne prête pas à n'importe qui en France. Et donc, de ce fait-là, ça fait que c'est un peu toujours la même catégorie de population qui se retrouve au poste de pouvoir. Et donc, plutôt des hommes blancs, plutôt bourgeois, plutôt de plus de 50 ans, finalement, et qui n'ont pas forcément connu cette histoire, en tout cas cette culture, qui n'ont pas baigné dedans. Donc ils vont avoir aussi une vision assez caricaturale finalement de ce qu'ils attendent du rap. Parce qu'ils ont une vision de l'extérieur et ils ont une vision de ce que on leur a transmis, j'ai envie de dire, par les médias qui sont des gens comme eux, en plus. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'une reproduction et on n'arrive pas à sortir de ces imagos autour du rappeur, en fait, et autour du rap et des rappeurs. Alors qu'on le voit bien, c'est peut-être pas par hasard qu'aux États-Unis, aujourd'hui, les charts sont dominés par les femmes. Et les femmes racisées. Voilà. C'est peut-être aussi justement parce qu'il y a eu des gens qui à un moment connaissent bien cette culture et savent qu'elle n'est pas viriliste au départ et que des femmes peuvent tout à fait s'en emparer et que même les femmes marchent très bien. Quand Lil' Kim débarque, il y a de plus en plus de femmes dans les concerts et bizarrement, c'est quand même les femmes qui achètent. C'est quand même la ménagère moins de 50 ans qui achète. Donc effectivement, dans l'actualité, si on pense à des rappeuses nord-américaines, il y a par exemple Megan Thee Stallion qui vient de Houston, Ice Spice qui vient de New York, Doechii qui est très forte aussi. Je ne sais plus exactement d'où elle vient, mais Los Angeles ou non, je crois. Je ne m'avancerai pas, je ne sais pas. Mais effectivement, en tout cas, l'actualité confirme ça, qu'il y a une belle place pour les femmes dans les charts et des femmes rappeuses et effectivement racisées. Ouais. Alors qu'en France, on est encore sur le cliché, en fait. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. On en arrive sur les médias. Vous avez dit justement, donc les majors qui sont tenus principalement par des hommes blancs de plus de X années, mais en tout cas on n'est pas vers le bas de la tranche, et les médias qui seraient tenus plus ou moins par les mêmes figures, quoi, les mêmes types de personnages. Les médias mainstream, notamment. Ouais. En France, là, il y a la radio Skyrock qui a accompagné le succès du rap, qui a capitalisé dessus aussi, tout en lui imposant un formatage, y compris sur la question de la représentation de la masculinité. Quelle responsabilité Skyrock a, selon vous, dans cette équation ? Alors, vous en parlez longuement dans le livre. Oui, j'en parle longuement parce que c'est vrai que Skyrock a été longtemps le vecteur par lequel beaucoup de jeunes sont arrivés vers le rap. Alors, ce qu'il faut resituer, c'est que Skyrock n'est pas premier sur le rap. Ça, c'est son slogan, donc c'est son sous-titre. Voilà, c'est pour ça que je le reprends. Skyrock est loin d'être le premier sur le rap, parce que c'est Nova qui est première sur le rap, qui était une autre chaîne radio, qui existe toujours d'ailleurs, mais qui n'est pas forcément rap aujourd'hui, n'est pas que rap du tout, mais d'ailleurs ne l'était pas non plus uniquement. Mais en 90, par exemple, la fameuse émission Dina Style, que vous avez peut-être pu voir dans le cadre notamment du Monde de demain, la série qui est passée sur Arte. Sur l'histoire du groupe NTM. Exactement. Et dans laquelle d'ailleurs on voit qu'il y a des rappeuses très tôt dans ce milieu-là. Parenthèse fermée, mais c'est intéressant. Et beaucoup plus qu'on ne le croit, justement. Mais donc tout ça pour dire qu'à la base, c'est Nova qui est première sur le rap. Arrive ensuite Génération qui va récupérer 2 heures sur le créneau de Paris Jazz, donc de 18h à 20h, mais qui n'émet qu'en région parisienne. Nova et Génération sont en fait un peu cernés sur la région parisienne. Et c'est vrai que Skyrock donc, arrive au moment, est intégré, c'est une radio libre qui émet sur l'intégralité du territoire français. Et arrive la loi du quota de musique française à la radio. Qui est la loi Toubon. La loi Toubon. En 96, c'est bien ça ? Exactement. Et donc, avec cette imposition d'un quota de musique française et d'une majorité de musique française, le rap va avoir un boulevard.
en fait, parce que la variété française, elle est très calquée sur la variété américaine à l'époque, enfin états-unienne et anglaise d'ailleurs, parce qu'il y a aussi toute une pop anglaise très présente dans les années 90, je pense aux Spice Girls par exemple. Et donc il y a un boulevard parce que tout le monde n'écoute que de la musique anglaise et on se rend compte que les gens ne comprennent pas, qu'il faut valoriser la culture française, la fameuse exception culturelle française, dans laquelle s'engouffre le rap. Le rap est quelque part notre exception culturelle. Bizarrement, c'est pas celui qui est mis en avant à l'international. Mais donc, les radios libres, les radios dites libres, donc les radios un peu type Skyrock, vont à un moment se rentrer en concurrence les unes avec les autres aussi, parce que tout le monde ne peut pas se partager. À l'époque, c'est Fun Radio, qui est donc la radio phare, en fait, des jeunes, avec notamment la fameuse émission Doc et D-Fool, qui parle de sexe et qui dit que le sexe n'est pas sale, justement. On y revient toujours aux salles. Et en fait, ils vont... en tout cas, la stratégie de Skyrock à ce moment-là, c'est donc de devenir un peu hégémonique sur les jeunes. Et ils vont faire venir donc d'abord D-Fool, Tabata Cash, qui était la star du porno de l'époque. Et ils vont commencer à passer du rap. Et là-dedans, en fait, ils vont se rendre compte que plus ils passent du rap, plus ça marche. Et puis, il y a un autre événement qui est une espèce de hacking que Joey Starr va faire sur l'émission qui devait être de 22h à minuit un jeudi soir de temps en temps et qui va jamais rendre l'antenne, en fait. Enfin, qui va jamais rendre l'antenne. Il va rendre l'antenne que le lendemain matin. Donc, Joey Starr, membre historique du groupe NTM. Didier Morville de son petit nom. Il va pas rendre l'antenne, mais donc Skyrock va en fait quelque part... malgré elle, parce que c'est vraiment malgré elle, parce que c'est un braquage, pour le coup, c'était pas prévu. Malgré elle, va se retrouver un peu à incarner quelque chose du rap, parce que tous les jeudis soirs, y a Joey Starr dans sa cave à Saint-Denis, qui passe du son, qui fait découvrir des gens. Bref, tout ça pour raconter que Skyrock va se retrouver un peu les pieds au pied du mur et se dire, si on veut comme continuer de péter, faut qu'on fasse... quelque part, le rap, ça marche, et on commence à être identifié autour de ça. Et ils vont, de là, commencer à justement choisir un peu qui c'est qui passe ou pas, dans les représentations de Laurent Bounot et de Pierre Ballanger de l'époque. Donc Laurent Bounot, directeur des programmes de Skyrock, et Pierre Ballanger, directeur de Skyrock. PDG, voilà. PDG de Skyrock. Et donc, ils vont quand même essayer de formater certains groupes et d'amener en tout cas de plus en plus de groupes. Et notamment, ils vont faire venir le 113. Et ils vont faire une grosse propagande pour le 113 aussi, qui va amener à ce que c'est vrai que le 113 obtienne une victoire de la musique. Donc ils ont agi quand même aussi pour certains. Ça, c'est du formatage, entre guillemets. Potentiellement, ils participent au formatage commercial, ce qui s'entend dans des impératifs, en tout cas, qui disent, ce titre, il n'est pas jouable ou comme ça. Mais précisément sur cette question de la masculinité, comment est-ce qu'ils y contribuent ? Ils vont y contribuer surtout à partir du moment où ils lancent Planète Rap, en fait. C'est-à-dire qu'il y a... une émission... qui est une émission qui passe de 19h à 20h, animée par Fred Musa. En fait, à partir de Planète Rap, en fait, déjà, avant Planète Rap, il y a cette idée qu'on sent qu'ils vont projeter sur le rap leur représentation de ce que c'est qu'un jeune de quartier. Pour eux, un jeune de quartier, c'est forcément un délinquant, potentiellement un braqueur, c'est forcément un homme, déjà. Il n'y a pas de femmes dans les quartiers, apparemment. Et c'est forcément des grosses bandes de mecs un peu sauvages, quoi. D'ailleurs, Laurent Bounot dira dans une interview que lui, il s'est toujours considéré comme un chasseur qui flaire les bons coups. Mmh. Ce qui dit bien que c'est son instinct. Là, on est vraiment du côté de l'animalité quand même. La rhétorique du chasseur, elle n'est pas anodine, parce que ça veut dire quelque part qu'on va traquer l'animal sauvage. On est presque en safari, quoi. Il y a donc une dimension quand même assez raciste, au fond, que je trouve que peu de gens relèvent, qui, moi, m'est apparue de manière très forte, qui m'a été d'ailleurs aussi transmise, parce que, par exemple, la première ingé son de Planète Rap, c'est une femme, elle s'appelle Anne-Sophie Mattei, mais qui n'est jamais citée nulle part, qui a, elle, des contacts, parce qu'elle est assez proche de certains groupes de rap de l'époque, notamment de La Rumeur, qui est très, très anti-Skyrock, d'ailleurs. Et on va de temps en temps un peu lui demander de calmer ses sauvages, quoi, en tout cas, de les faire venir, mais tranquillement, faut pas qu'ils soient trop dangereux. Donc,
il y a quand même des choses qui... Ça, c'est de sources sûres, c'est des choses que vous avez entendues? Alors, c'est des choses que j'ai entendues. Alors après, je ne vais pas parler à la place d'Anne-Sophie, parce que c'est à elle de parler là-dessus, mais il y a des choses quand même qui sont passées dans la manière dont on traite le rappeur et dont on l'aborde. D'ailleurs, on le voit un peu, et ils sont symptomatiques. Attention, c'est pas eux, parce qu'ils sont symptomatiques de leur génération et de la manière dont ils ont été éduqués, comme on l'est tous, construits. On précise, parce qu'on les a cités, Laurent Bounot, Pierre Bélanger, Fred Musas sont des hommes blancs. Exactement, tous les trois. Clair, tous les trois, et tous les trois ont plus de 50 ans, ça tombe bien. Mais bon, bref, ils n'ont pas toujours été, plus de 50 ans, ils ont été plus jeunes à un moment, nous aussi. Et donc voilà, donc déjà, il y a dans l'approche de Skyrock quelque chose qui est un peu à la fois frileux et ce qu'on appelle la fascination en fait, c'est-à-dire la fascination qui est un mélange d'envie et d'angoisse. Et il y a une fascination pour le rap qui commence à s'opérer, et derrière la fascination, il y a le cliché qui arrive très très vite. Et notamment, donc à travers Planète Rap, on va commencer à développer cet imaginaire d'un milieu rap qui est pas très girly friendly, comme je dis souvent, en effet, parce que c'est avec cette idée des hordes de gars, mais vraiment avec la notion d'horde, quasiment de meute, enfin, qui en tout cas qui est filmé comme ça, avec il n'y a pas de couleur, il n'y a que des capuches, enfin, et la manière dont c'est transmis et c'est véhiculé, ça pue la sueur, on est dans le vestiaire de foot, quoi, en fait. On y revient, voilà. Et c'est là où, de fait, il y a des formes de masculinisation qui vont se mettre en place, parce que quelque part ça donne l'image d'un grand boys club, où les femmes ne sont absolument pas bienvenues, et quand elles viennent, il faut qu'elles soient hyper masculines pour pouvoir y rester. Il ne faut pas qu'elles soient trop engagées non plus, parce qu'on se souvient par exemple de Kenny Arcana, qui a été promue par Skyrock, mais qui... Rappeuse marseillaise, très engagée aujourd'hui, altermondialiste, et qui va se dégager complètement de Skyrock, parce que justement, quand elle commence à prendre des positions politiques, quand elle cesse de parler de sa vie de délinquante et qu'elle commence à formaliser un discours politique, bizarrement, on l'entend de moins en moins sur Skyrock après. On va avoir du Skyrock qui va, en fait, au fur et à mesure, commencer à ne passer plus que ce qu'on appelle les top Spotify. C'est-à-dire et alors avec l'idée de Spotify, plateforme de streaming, et le top, donc voilà les morceaux les plus écoutés en fait sur ces plateformes-là, sur cette plateforme-là précisément. Et avec l'idée aussi de faire venir finalement dans un Planète Rap, l'idée c'est de ramener tout le quartier dans le Planète Rap, avec parfois aussi, mais dans ce quartier-là, bizarrement, on a l'impression qu'il n'y a jamais de nanas qui vivent. Voilà. Et ça, c'est tout un imaginaire qui va se construire au fur et à mesure, que je ne dirais pas que Skyrock a voulu, parce que je ne crois pas à une forme de volonté de la part de ces personnes, mais qui quelque part a traduit leur représentation sur le rap sans forcément qu'ils en soient eux-mêmes conscients. Parce que souvent, on fait les choses avec ce qu'on est, j'ai envie de dire, et tous autant qu'on est. Donc forcément, ça a amené des choses. C'est pour ça que c'est pas leur faute au sens de ils sont pas agi pour que ça arrive ça, mais pas intentionnellement, quoi. Mais il se trouve que ça a tellement bien fonctionné qu'aujourd'hui, par exemple, on dit souvent que le DVM Show est un peu un Planète Rap indépendant. Qui est un nouveau média qui a commencé sur la plateforme de streaming, je crois. Exactement, Twitch, sur Twitch, et qui sont des jeunes d'Aulnay, qui ont donc en 93, qui ont mis ça en place, et c'est plutôt en soi une très bonne idée, mais l'imaginaire qui est repris, c'est le même imaginaire, j'ai envie de dire, que le Planète Rap. Et donc, c'est comme si on n'arrivait plus à en sortir. Quelque part, ils ont tellement réussi à installer quelque chose, et moi, c'est ça surtout qui m'a interrogée, c'est-à-dire comment on en est arrivé à avoir cette image hyper masculiniste du rappeur, alors que c'était pas l'image que moi j'en avais 25 ans avant. Et pendant ces 25 ans, il y a eu un travail de sape presque, en tout cas un travail, une construction d'une image du rappeur qui s'est construite, et qui s'est construite donc forcément opposée au féminisme aussi, parce que c'est important de le signifier aussi, qui a amené à ce que entre féministe et rap, il y ait une espèce d'opposition absolue, quoi. Qui va amener d'ailleurs Booba dans East à dire féministe, colonialiste, si t'es en East, je veux pas de toi chez moi, quoi. Donc rapprocher féminisme et colonialisme, il faut y aller quand même. On est d'accord.
On va terminer sur la responsabilité des médias, ou en tout cas l'implication, le rôle des médias. Là, on était plutôt sur des médias spécialisés, encore que Skyrock, c'est une formule un peu hybride au final. Mais il y a les médias généralistes qui, eux, entretiennent une relation d'amour-haine avec le rap. Ce sont des médias qui ont tendance à favoriser un type de rappeur qui va performer une masculinité plus rassurante pour le public blanc et bourgeois. Alors, on a eu la période où ils mettaient en avant les slammers, par exemple, certains qui étaient des anciens rappeurs et qui ont plutôt mis l'accent sur le verbe plutôt que sur la musicalité. Je pense à des gens comme Grand Corps Malade ou Abd Al-Malik, qui lui était vraiment à la base un rappeur et qui est ensuite devenu un slammer. On va pas rentrer dans le détail, mais en plus à la base, le slam, c'est le spoken word. Quand c'est arrivé en France, ça a été modifié au niveau du terme parce que c'était un film qui s'appelait Slam, etc., etc. Bref, donc déjà là, pas mal de petits biais de parcours. Et puis il y a aussi ceux, toujours dans les figures qui sont mises en avant par les médias généralistes, il y a ceux qu'on appelle les Yankees. L'expression rap de Yankee, elle a émergé au milieu des années 2010 avec la popularisation du rap et sa diversification. Est-ce que vous pouvez expliquer ce concept du point de vue de la masculinité, parce que vous en parlez dans le livre? Alors oui, parce que déjà, si je reviens par rapport à ce que vous disiez sur le slam, il y a une petite phrase du Juice qui dit « Si t'enlèves la prod du rap, ça fait du slam ». C'est ce qui fait la différence entre le rap et le slam, c'est que le slam n'est que du texte. Il n'y a plus de flow, il n'y a plus de beat, il n'y a plus de groove, quoi, en fait. Il n'y a que du texte. Le Juice rappeuse, en tout cas par région du 94. Ouais. Et qui donc renvoie alors plutôt justement à la dimension, moi qui m'a toujours un peu gênée, c'est de réduire le rap à la poésie moderne. Justement. Parce que, alors ça permet de raccrocher le rap à toute une histoire de l'art français, et notamment de l'art poétique, mais qui quelque part le vide de sa dimension corporelle, voire sexuelle. Quand je dis sexuelle, c'est dans le sens où ça vient mobiliser quelque chose du corps et de la sexualité. Il y a plein de femmes qui ont travaillé sur ces questions et qui donc ont renvoyé à comment finalement la culture occidentale essaye d'évacuer quelque chose du corps en permanence, et en tout cas, et à travers le corps, la dimension du sexuel. Et donc, première étape, en effet, on va plutôt privilégier le slam et les slammeurs, parce que le premier, quelque part, à vivre ça, c'est MC Solar. En fait, qui va être lui, nous qu'on qualifiait qu'on qualifiait à l'époque, on disait un peu c'était le rappeur FIP, c'était la radio qui passait les trucs que nos parents écoutaient, quoi, aujourd'hui. Aujourd'hui, on est un peu tous parents, mais bon. Et on disait, oui, si le rap plaît à ta mère, ça va pas, quoi, en fait. Ça s'appelle Nique ta mère, à la base, quand même. Donc, c'était pas censé plaire aux parents. On était quand même dans l'idée de choquer, quand même, un peu. Donc, déjà, voilà, quand on commence à enlever tout le beat, tout ce qui nous permet de danser, finalement, ou de se mobiliser du côté du ventre, de la rage. Enfin, voilà, il y a un truc qui, déjà, s'aseptise. Et puis, arrive ce qu'on appelle le rap de Yankee. Et alors, le rap de Yankee, il faut le mettre en parallèle, parce qu'en fait, c'est une catégorie qui vient s'opposer au rap street. Et c'est pour ça qu'elle est importante à mettre en perspective, parce que rap street, en fait, normalement, c'est une redondance de dire rap et street. Le rap, s'il n'est pas street, déjà, ça devrait nous interroger. Ça commence dans la rue. C'est de l'art de rue. Depuis toujours. C'est comme de considérer qu'on peut faire du graphe dans une galerie. Non, ça commence dans la rue. Que ça finisse en galerie, pourquoi pas? Ça, des grands débats. Mais à la base, c'est dans la rue. C'est sur les murs. Voilà. Le graffiti, donc, le graffiti. Ouais. Donc, tout ça pour dire que quand on va opposer le rap street au rap de Yankee, en fait, on est en train de créer une division entre le rap de quartier et le rap des beaux quartiers. En fait. Et là, il y a quelque chose de très raciste qui est en train de s'installer, de classiste et de raciste. De classiste parce que ça veut dire qu'il y a un rap pour les personnes éduquées dans les représentations, et notamment donc le rap de Yankee, qui va être fait essentiellement par des blancs. Je pense à Nekfeu, je pense à L'Homme Pâle. Alors, bizarre. Alors, je précise que là, les deux noms que je viens de donner sont deux personnes qui sont accusées de VSS. Donc, Nekfeu est accusé par son ex-femme de violence conjugale, sexuelle et de violence physique aussi, et sur leur enfant. Et L'Homme Pâle a été accusé par un certain nombre de femmes. Je ne vais pas donner le chiffre parce que là, je ne l'ai pas sous le coude. Son procès a donné lieu à un non-lieu, mais bon, voilà, quand même, c'est important. Et l'affaire Nekfeu est encore en cours. Mais ça va être aussi des Roméo Elvis. Lui aussi a été accusé de VSS et les a même reconnus. Et c'est d'ailleurs assez marrant parce que dès qu'on va parler d'une belle plume, on va parler d'un blanc.
Et c'est là qu'on va retrouver l'effet du slam que j'évoquais au démarrage. Et c'est là où, pour moi, en fait, il y a quelque chose qui commence à venir renforcer des clivages qui traversent notre société, en fait, et qui traversent notre société de plus en plus dans les années 2000. Et c'est pas par hasard que cette catégorisation, elle arrive dans les années 2000-2010, quoi, en fait. Enfin, même début 2010, avant, elle n'existait pas. Non, en fait. je pense même qu'on est sur la moitié 2010. Les premières fois que j'ai entendu le rap de Yankee, ça doit être ça. Ouais. Et donc, on arrive au moment où, justement, on est donc après les attentats. Où, c'est pas anodin. Y a donc une espèce de frilosité nationale dans le rapport à l'autre et à l'étranger. Qui est en train de prendre de l'ampleur, qui va prendre de plus en plus d'ampleur, comme on la connaît aujourd'hui. Mais voilà, en soi, on n'est pas censé, en fait, catégoriser le rap en fonction des publics qui l'écoutent, en fait. Et ça dit bien que c'est du marketing, ça n'a plus rien à voir avec la culture. Quand il y a du marketing, il n'y a plus de culture. C'est plus possible, en fait. D'ailleurs, parenthèse, mais on ne l'a même pas dit, mais en fait, Yankee, c'est le verlan de client. Alors, et il faut revenir à ce que ça voulait dire, d'ailleurs. Exact. Ouais. C'est-à-dire qu'au démarrage, quand on parlait de rap de Yankee, c'était parce qu'en fait, il y a des études sociologiques qui sont sorties dans les années 90 qui montraient que la drogue se vendait, en fait, dans les beaux quartiers par les gens des quartiers populaires. Donc, les beaux quartiers sont les Yankees. Les clients. Et les quartiers populaires sont les providers. Les fournisseurs. Les fournisseurs. C'est vrai que, voilà, je l'ai dit, j'ai fait un gros anglicisme, merci. Donc les fournisseurs. Voilà. Aujourd'hui, on a aussi entendu rap wesh wesh. Alors c'est encore pire, c'est encore plus raciste et classiste. Street, Voilà, ça raconte la manière dont le rap, en devenant de plus en plus mainstream, a commencé à drainer des catégories sociales totalement différentes. Et ce qui est intéressant d'ailleurs là-dedans, c'est de se rappeler que la personne qui va démocratiser le rap, c'est une femme, c'est Diams. C'est Diams qui va ramener les enfants dans les concerts, en fait, et les darons. Et c'est comme ça qu'on va parler justement de la ménagère. Enfin, voilà. Ensuite, il va y avoir Orelsan, qui va lui ramener le milieu rural, on va le dire. Voilà. Il vient de Caen, donc c'est un rappeur, voilà. Orelsan. Alors, même s'il vient d'une ville, attention, mais on va sortir de ce qu'on appelle l'urbain et le périurbain. En fait, on va commencer à sortir un peu de cette représentation du rap, qui est aussi une construction, que ça serait un truc de cité. Voilà. Et après, il va y avoir Section d'Assaut, dernière étape de la mainstreamisation, j'ai envie de dire, qui déjà, dernière tentative de réhabiliter un groupe. On a vu ce que ça a donné, ça n'a pas duré très vite, ils ont tous fait des carrières solo. Voilà, et surtout qui amène quelque chose qui devient un peu plus facile d'accès pour la ménagère, pour les enfants. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai le souvenir, pour avoir été... j'étais maman j'avais une fille qui allait à l'école primaire dans les années 2000. Donc, c'est elle qui m'a ramené Section d'Assaut. Et ça faisait bizarre. Pour des gens comme moi qui n'avaient pas l'habitude que des enfants écoutent du rap. Mais même si Section d'Assaut était hyper populaire, donc groupe parisien intramuros, dont la tête d'affiche est Maître Gims et Gims aujourd'hui, qui est jusqu'à aujourd'hui qui a beaucoup de succès dans les charts, etc. On les appelait pas rap de Yankee, ils sont noirs. Ah non, mais voilà, c'était à partir du moment où t'es noir, c'est pas. Mais d'ailleurs, Orelsan, on l'appelait pas rap de Yankee non plus au démarrage. C'est vrai aussi. Et Diams non plus. C'est arrivé bien après, en fait. Et c'est arrivé à partir du moment où tu n'avais plus les codes. En fait, c'était les gens qui ne vivaient pas en quartier ou qui n'avaient pas forcément les codes street, ou pour qui la rue, ça parlait pas, en fait. Tout ça pour dire que donc, le rap de Yankee est très vite, en fait, arrivé donc, à partir de cette décennie 2010-2015 à, quelque part, cerner des publics et à signifier qu'au sein du public rap, on n'était plus tous ensemble, on faisait plus tous partie du même bord. Je vais le dire un peu comme ça. Et c'est ce qui amène, pour moi, c'est le démarrage de ce qu'on appelle la droitisation, en fait, et l'embourgeoisement du rap français, à savoir que, de plus en plus, ce n'est plus une culture, une contre-culture subversive et qui vient signifier les impensés sociétaux, mais qu'elle va être de plus en plus une culture qui est juste à visée divertissante en BDE, quoi. BDE, Bureau des étudiants des écoles de commerce. Voilà. Pour resserrer de nouveau sur la question de la masculinité, en plus on a cité Section d'Assaut, Orelsan, c'est des groupes et un rappeur solo qui ont eu des polémiques plus ou moins... Ouais, exactement, avec Gringe. Et donc les deux ont ont vécu des polémiques en lien avec des propos tenus dans des titres ou dans des interviews. Donc pour Section d'Assaut, c'était de l'homophobie dans une interview. Orelsan, c'était de la misogynie extrême dans des
titre. Dans le titre, Saint-Valentin. Exactement. Et puis le deuxième, c'était quoi déjà ? Enfin, il y avait deux morceaux. Sale pute. Voilà. Mais en fait, déjà là, commençait à se dessiner un rapport à l'acceptation du second degré. On a l'impression que dans le rap de Yankee, qui est donc majoritairement pratiqué par des rappeurs blancs, on accepte plus facilement l'argument du second degré, justement. Même quand ils font preuve de sexisme, d'homophobie, etc. On avait déjà vu ça aux États-Unis avec Eminem, en fait. Mais oui. En effet, alors on va donc, pour revenir sur la masculinité, voilà, les hommes qui font peur et ceux qui font pas peur qui rassurent. L'homme blanc ne fait pas peur. En plus, c'est souvent un peu dégringalet. Il faut le dire physiquement. C'est pas dans le rap en tout cas. Voilà, dans le rap. mais voilà, si on prend par exemple l'homme pâle, Roméo Elvis Necfeu, on n'est pas sur des images d'hommes puissants. J'ai envie de dire. Déjà, il y a cette idée quelque part de l'homme pas dangereux. Un peu geek, un peu dans son coin, et qui quelque part n'est pas dangereux aussi parce qu'il n'a pas trop connu la rue. Donc, parce qu'il y a cette idée aussi, voilà, que l'homme qui a connu la rue est forcément un homme dangereux, forcément une Kaira la muerte, quoi. C'est une petite référence à Salif. Salif très bon rappeur du 92. Voilà. Des années 90 pour le coup, enfin début 2000 même. Mais il y a cette idée aussi, et ça en fait c'est une idée foncièrement raciste, qui consiste à penser que le second degré suppose un certain niveau d'intelligence et que seuls les Blancs l'auraient. Que comme les Noirs et les Arabes sont, en tout cas dans la version raciste, dans la perception raciste, sont considérés comme n'étant pas aussi intelligents. Et d'ailleurs, il y a dans les tests de QI, dans toutes les théories génétiques eugénistes, en fait, l'homme blanc aurait un QI supérieur à tout le reste. Justement, lui, il pourrait se permettre l'autodérision, l'humour, le second degré. Alors que du côté des hommes non blancs, je vais le dire comme ça, cet accès-là est interdit. Donc, on ne reconnaît pas à l'homme non blanc la capacité aux personnes non blanches d'ailleurs, la capacité de pouvoir avoir de l'humour et de pouvoir jouer justement sur les différents niveaux de langage. Bon. Ça, c'est la première chose qui est donc à la fois classiste et raciste. Il y a aussi cette idée finalement que la belle plume ne peut être que portée par des blancs, parce que ça c'est l'idée aussi de la poésie, comme si les griots n'avaient jamais existé, comme si la poésie africaine n'avait jamais existé, alors que bon, voilà. Tout ça pour dire que la plume est souvent rapprochée de l'homme blanc. Et d'ailleurs, moi je me suis un moment intéressée aux mèmes sur les réseaux sociaux, et à chaque fois qu'il y a un mème... Juste les mèmes, donc c'est ces courts des images ou des images soit répétitives, soit des images fixes, soit des très courtes vidéos qu'on va sortir de leur contexte pour en faire la représentation d'une situation, voilà, moi quand je me réveille et puis il y a la tête d'un chat qui est complètement fatigué ou des choses comme ça. Par exemple, et qui quelque part constituent les imagos, participent des imagos. Et bien souvent, quand on va y avoir le rappeur intelligent, c'est Nekfeu avec son stylo. Voilà, c'est toujours la même. On ne verra jamais, par exemple, on ne verra pas un Lefa avec son stylo, par exemple. Ou Youssoupha, donc Lefa qui était aussi membre de section d'assaut. Voilà, et justement, qui a été d'ailleurs celui qui a été le plus impliqué dans l'affaire d'homophobie. Donc, voilà. Nekfeu qui représente l'archétype du rappeur intelligent. Du rappeur intellectuel, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, même quand on parle de slam, on parle moins de Ded Cabal que de Grand Corps Malade, qui pourtant a été un des pionniers du slam en France. Ded Cabal, donc. Ded Cabal, oui. C'était un rappeur aussi, je sais qui plus. Qui était un rappeur de Cabal. C'était Cabal. Ah oui, c'était Cabal, le groupe qui tournait pas mal avec Assassin à l'époque. Mais c'est pour ça aussi que j'ai cité Abd Al-Malik. Ouais. Mais ce qui était marrant, c'était donc Abd Al-Malik qui vient de Strasbourg, qui était un rappeur dans le groupe de NAP, exactement, qui dans sa carrière de rappeur a pas du tout rencontré ce grand succès. Et une fois qu'il est passé du côté du slam, qu'il a un peu justement rencontré l'intelligentsia comme ça, il a aussi commencé à écrire des livres et tout. Alors là, il a été survalidé, ouais. À citer du Camus, enfin voilà. Complètement. Mais oui, et donc c'est ça, c'est comme si finalement pour pouvoir rentrer dans les petits papiers de l'industrie, il faut montrer patte blanche au sens fort du terme. Voilà. Et là, on est vraiment et c'est pour ça que pour moi en fait, quand j'ai commencé ce livre, j'ai tiré le fil de la place des femmes et de la question du féminisme, mais pour en arriver en fait, la perception est raciste en fait, et c'est d'où la lecture intersectionnelle. Alors justement. À la lumière de cette opposition entre gentil et mauvais rappeur, et je mets des guillemets à chacun de ces adjectifs, vous affirmez dans votre livre que le traitement du rappeur dans l'espace médiatique est comparable à la figure du sauvage. Ouais. Je cite page 106.
La figure de l'homme sauvage associé au rappeur a donc un double effet qui se coule. Elle permet de se dédouaner de son propre sexisme en pointant du doigt l'autre, l'immigré, comme le sexiste. Dans le même temps, elle reprend l'air de rien les principes fondamentaux d'un racisme qui hiérarchise les groupes de population et les essentialise. Alors justement, est-ce que vous pouvez développer ? Alors déjà là-dessus, je m'appuie sur l'idée qui est notamment développée par Valérie Robert dans Une culture du viol à la française. Alors notamment, elle n'est pas la seule. Il y a eu des Américaines avant qui avaient développé cette idée-là. À situer le sexisme chez l'autre, c'est le meilleur moyen de s'en préserver. En tout cas, de s'en croire préservé. C'est-à-dire, c'est un peu l'imbécile, tu lui montres la lune, il regarde le doigt. Voilà. En gros, c'est un peu cette idée-là de quelque part de détourner le regard. Voilà, détourner l'attention. En fait, sur le regarder, il y a pire. Mais ce qu'on va retrouver aussi dans ce qu'on appelle le fémonationalisme ou l'homonationalisme, qui sont donc, alors là pour le coup au niveau politique, à un niveau beaucoup plus large, et qu'on retrouve par exemple aujourd'hui très clairement dans ce qu'on appelle le collectif Némésis, qui en fait signifie que avec l'idée que les violeurs sont des étrangers. Voilà, qui a donc un fond foncièrement raciste, qui viendrait signifier aussi qu'il y a des civilités masculines hiérarchisées. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une façon d'être homme, et ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la masculinité hégémonique, qui serait donc la masculinité blanche, qui se voudrait un peu déconstruite, mais pas trop. Faut pas trop déconner non plus, qui serait en capacité de jouer avec son féminin et son masculin, mais tout en maintenant sa domination. Avec comme modèle Timothée Chalamet. L'acteur. Voilà. Donc il y a cette idée de la masculinité blanche qui serait une masculinité civilisée, qui est d'ailleurs reprise par toute l'extrême droite. Que de Zemmour, en tout cas en France, là je vais parler de la politique française, de Zemmour à Rochdy, en passant par Papacito et Baptiste Marchais, quoi, peu de choses près. Donc toute la sphère, tout ce qu'on appelle la fachosphère, considère que la masculinité blanche est supérieure à toutes les autres masculinités, qu'elle est excellente, quelque part. Vous voyez, qu'elle, dans les gènes européens, il y aurait cette civilité que les autres n'auraient pas. En tout cas, représentation hiérarchisée, en fait, qui nous vient du 19e siècle et de l'eugénisme, en fait, et donc de toutes les théories, j'ai envie de dire, dérivées de Darwin, qui vont de la psychologie évolutionniste à l'eugénisme, et même à la phrénologie, qui était donc l'étude des crânes et des corps pour définir les niveaux d'intelligence et des caractères moraux, et qui venait signifier, par exemple, que dans la dite race biologique qui n'a jamais existé, par exemple africaine, telle qu'elle était présentée au XIXe siècle, l'homme noir serait par nature paresseux, guidé par ses pulsions sexuelles, voulant faire de l'argent sans faire d'efforts, la fameuse paresse, plutôt louche et un peu bête. Et bizarrement, c'est souvent l'image qu'on a du rappeur. Et donc, il y a cette idée aussi, finalement, à travers cette construction du rappeur comme étant le grand méchant sexiste ou le grand méchant viriliste, de se faire croire que le virilisme n'existerait plus chez nous. Et c'est d'ailleurs un discours qu'on entend souvent. Moi, voilà, en tant que féministe, on entend souvent « mais le patriarcat n'existe plus chez nous. Occupez-vous du patriarcat de l'islam, par exemple. » Sauf que, quand on fouille un peu, le patriarcat, c'est quand même beaucoup l'inquisition. Donc c'est beaucoup la chrétienté qu'on a tendance à oublier. C'est vraiment l'épouvantail dans le sens de celui qui va attirer les oiseaux, là, pour éviter que les oiseaux bouffent la récolte. C'est vraiment ça. Voilà, l'épouvantail, il est là pour détourner l'attention des oiseaux sur la récolte. Je précise que c'est une figure que vous utilisez aussi dans le livre. Et précisément, justement, le rappeur devient le grand épouvantail sexiste. C'est-à-dire qu'il vient préserver finalement toute la masculinité française. D'où l'idée qu'on fasse une telle focale sur lui, en fait. Vraiment, c'est l'idée du grand méchant loup, quoi. Enfin, à ce niveau, j'ai envie de dire, de projection collective, c'est ce qu'on appelle la construction d'un bouc émissaire. Parce que c'est exactement ça, un bouc émissaire. C'est le bouc qu'on envoyait en avant pour se prendre toutes les flèches. Et comme ça, l'armée était préservée. En tout cas, une partie. C'est à la fois une poule aux odeurs pour le capitalisme. Donc, voilà, et la poule aux odeurs, on ne cherche pas à ce qu'elle vive bien. On cherche à ce qu'elle produise. Voilà. C'est un bon épouvantail pour le sexisme. Et c'est un super bouc émissaire pour le racisme. On arrive gentiment au bout de l'entretien, mais ne serait-ce que de notre segmentation là des responsabilités, en tout cas des influences et de comment on en arrive justement à ces représentations masculinistes, etc. Et au bout de la chaîne de la consommation du rap, il y a évidemment le public. Le consommateur. Qui écoute du rap principalement ? Alors,
Aujourd'hui, c'est très difficile de définir l'auditeur classique de rap. J'ai envie de dire, quand j'étais jeune, c'était super simple. On se connaissait presque tous entre nous. On se retrouvait tous dans les mêmes concerts, on se voyait, enfin voilà. Et à cette époque-là, vous diriez que la proportion homme-femme, enfin c'est difficile, c'est à la louche. À la louche, je dirais 70-30. Hommes et 30 de femmes. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus sur du 50-50. Ouais, en tout cas dans les concerts et les soirées, par exemple en discothèque, c'est... Il y a quand même beaucoup plus de femmes présentes. On sait d'ailleurs que ça c'est Juliette Fievet qui me le disait et qui me le confirmait. Mais, animatrice radio. Télé même, qui anime l'émission Légendes urbaines sur RFI France 24, diffusée partout dans le monde. Et qui rappelait que quelque part, non seulement c'est des femmes qui ont fait ce milieu, mais c'est aussi beaucoup les femmes qui achètent, en fait, donc qui font le produit, qui vont dans les concerts, mais comme ça a toujours été, c'est un peu le phénomène des groupies, ça a toujours été elles qui faisaient finalement l'industrie musicale. Et en même temps, on a tendance à toujours considérer que c'est un milieu exclusif des femmes. La question du second degré, moi, m'a toujours interpellé dans le sens où, notamment, si on reste toujours dans le positionnement du public, c'est-à-dire que une blague, même si on sait que c'est une blague, à force d'être répétée, est-ce qu'elle finit quand même par modeler les représentations, les imaginaires, etc. Et donc justement, pour un peu conclure cette petite partie sur le public rap, il y a une forme d'effet miroir entre le rap et son public. On l'a dit avant, le rap est un reflet de la société, mais qui grossit certains traits et en atténue d'autres, donc partial. C'est la dimension caricaturale, ouais. Mais il influence aussi justement les représentations de celles et ceux qui vont l'écouter, notamment les plus jeunes. Donc moi, par exemple, si je partage mon expérience, je sais, j'ai écouté énormément de rap. Il y a des artistes dont j'ai été absolument fan. Je sais que ça m'a aidé et aussi, en même temps, je pense, limiter un peu dans mes représentations propres sur ma masculinité, le fait qu'il fallait performer au lit, etc., etc. Donc, cette question de l'influence de l'art sur l'humain. Alors, je sais pas. Là encore, pour moi, il y a toujours une question d'œuf et des poules. Parce que pour moi, l'art est toujours le reflet de la société dans laquelle il vit, en fait. Et donc, je ne sais pas dans quelle mesure on n'est pas d'abord formaté par des imagos sociétaux. Ah, c'est sûr. Quand je précise bien, par exemple, même à titre personnel, c'est pas juste le rap. Voilà. Mais ça venait. Mais le problème, il y a ce rapport d'idolâtrie. Et donc d'identification. Exact. Mais en même... Quand on travaille un peu sur l'adolescence, on comprend qu'on a besoin de ces idoles pour se défaire, en fait, de l'imago parental. Mais que ça ne veut pas dire que ces idoles seront des idoles à vie. D'ailleurs, en général, les idoles adolescents, on les lâche une fois qu'on rentre dans la vie adulte. Et tous, on a vécu ça, en fait. Tous et toutes. Il y a des idoles qui sont toujours un peu caricaturales, d'ailleurs, quand on est... Voilà, j'ai envie de dire, que ce soit le rappeur hyper viriliste ou Laurie, ma meilleure amie, on est sur des caricatures des deux côtés, en fait. Enfin, je fais exprès de prendre des extrêmes, en fait. Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, en termes de masculinité pour les rappeurs hommes ou de féminité pour et du côté des chanteuses femmes, on est quand même aussi beaucoup sur des clichés. Je parlais des Spice Girls, qui étaient 5 représentations de type féminin. On est quand même sur 5 caricatures, de la même manière, en fait. Donc, c'est logique qu'à l'adolescence, j'ai besoin d'imagos un peu caricaturaux pour me construire. Ça ne veut pas forcément dire que je vais rester dedans. Déjà. Moi, j'ai tendance à faire confiance aux jeunes, déjà. Et donc, je vais distinguer l'auditeur de 14 ans qui peut-être s'identifie à un rappeur hyper viriliste parce qu'il est en train de se construire un rapport de masculinité. Et que c'est vrai que ça serait bien qu'on puisse déconstruire un peu ça, mais ça, c'est pas que le rap. S'il va prendre le rappeur, c'est parce que c'est ce qu'on lui propose. Et c'est ce qui est disponible et que ça correspond aux imagos qui traversent encore la société. Donc, bien sûr que, moi je pars du principe que pour qu'on en sorte de ça, il faut que la société soit sortie des représentations du masculin et du féminin. Et que par là, ensuite, on va commencer, c'est ce qu'on commence à voir, des rappeurs plus queer, plus fluides dans leur genre. Et donc on commence à voir des profils de ce type-là qui commencent à émerger et qui commencent à devenir aussi des références pour certains ou certaines. Et tant mieux. Mais... D'ailleurs, parenthèse, mais l'épisode suivant de cette petite série sur le rap et les masculinités sera avec un rappeur justement gay, en l'occurrence, qui s'appelle Dibi. Justement, on parle du fait qu'il y a des nouvelles figures qui arrivent.
même dans le rap hétéro classique, entre guillemets, ouais. Exactement, il y a aussi une évolution. C'est-à-dire que la représentation de la masculinité dans le rap a évolué avec le temps, et les rappeurs, y compris des grandes idoles, même dans le grand mainstream, parlent plus volontiers de leur peine de cœur, leurs soucis de santé mentale, leur vulnérabilité. Et même dans la discipline du clash, donc où des rappeurs vont s'envoyer des vannes parfois sous la ceinture, on voit émerger des nouveaux ressorts pour critiquer son adversaire. Là, par exemple, j'ai un exemple, c'est le clash entre le Canadien Drake et l'États-Unien Kendrick Lamar, qui a éclaté en 2024, dans lequel, en fait, on voit qu'il y a une forme de masculinité moralement respectable qui va être valorisée en opposition justement au sale dont on parlait, le sale immoral. Et dans ce clash, très précisément, Kendrick et Drake se traitent respectivement de pères absents, d'agresseurs sexuels, de pédophiles, etc. Alors que si on compare avec d'autres clashs très très marquants, comme celui qui avait opposé par exemple les New-Yorkais Nas et Jay-Z dans les années 2000, là les vannes elles étaient en grande majorité sexistes et homophobes. Est-ce qu'il y a justement une nouvelle figure du sous-homme dans le rap, ou alors est-ce que ça relève là juste d'une posture de surface pour coller à l'ère du temps? Alors, je ne suis pas dans leur tête, donc je ne peux pas vous dire si ça sera, si c'est pour coller à l'ère du temps ou pas. Je pense qu'il y a en effet une nouvelle figure du mauvais homme, qui est donc l'agresseur, voire celui que certains nomment le pédo. Mais là aussi, moi je suis frileuse. Alors là, c'est la professionnelle de protection de l'enfance qui est plus frileuse aussi sur cette question. C'est parce qu'en fait, on sait que quand même, le gros des situations d'agression sexuelle se font dans la sphère familiale. Donc de traiter l'autre de pédo, il y a un truc qui évite de se regarder à l'intérieur aussi de comment on éduque, et comment on éduque notamment la question du respect du corps, de l'autre, que les enfants ne sont pas des objets de satisfaction. Alors peut-être si on se focus sur le côté agression sexuelle, le fait de se traiter comme ça, toi t'es un violeur, toi t'es... Moi j'ai envie de dire... C'est quelque chose qu'on n'entendait pas avant. Alors c'est quelque chose qu'on n'entendait en effet pas avant, mais si on est très honnête, est-ce qu'aujourd'hui, je crains aujourd'hui que peu d'hommes soient en capacité de pouvoir dire qu'ils n'ont jamais agressé. Malheureusement pour eux. Enfin, j'en suis désolée pour eux, et malheureusement pour les femmes aussi, parce que c'est quand même elles les premières victimes, mais quand même, les femmes ou les personnes sexisées, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, vu la société dans laquelle on a grandi, vu les imagos avec lesquels on a grandi, et les représentations, et notamment par le cinéma, parce qu'on parle du rap, mais bizarrement, à chaque fois qu'il y a... les contes, le cinéma, la littérature, tout, en fait, tout amène à du sexisme et de la domination masculine. Donc, c'est compliqué, en fait, de ne pas être un agresseur. Et c'est facile d'accuser l'autre d'être agresseur, parce qu'en fait, quelque part, on sait tous et toutes que oui, il l'est peut-être un peu, qu'il n'y a aucun homme, et j'ai envie de dire qui aujourd'hui n'a pas bénéficié d'une position dominante, donc de pouvoir avoir été plus infidèle qu'une femme, de pouvoir à un moment enchaîner les conquêtes sans que ça soit un problème et sans que jamais personne ne le juge. C'est ça la réalité aujourd'hui encore. Mais donc, c'est quand même pas la même chose que d'agresser sexuellement. Alors, c'est mais pas je vois très bien où vous voulez en venir. Mais c'est pas la même chose que d'agresser sexuellement, mais ça n'empêche que agresser sexuellement... Vraiment, je crains qu'aujourd'hui, la plupart des hommes ont les mains sales là-dessus, en fait. J'en suis désolée, parce que c'est triste. Mais donc, finalement, c'est pas si engageant que ça, de traiter l'autre d'agresseur. Alors oui, ça va lui coller une étiquette. Mais en fait, jamais on parle des victimes, en fait. Ça reste qu'entre hommes, tout ça, en fait. Et on ne parle pas des victimes. On ne s'adresse pas aux victimes. Et à la limite, d'ailleurs, ça peut même mettre sur la place publique des victimes qui n'ont pas envie de l'être. Donc voilà, c'est là où ça pose question quand même encore aujourd'hui. Et encore une fois, c'est une façon pour moi de ne pas s'interroger sur ses propres actes. Moi, je préférerais, à la limite, que demain, si demain les gars arrivent à s'insulter en disant tu vois, toi, t'as pas été capable de reconnaître tes torts, ça serait intéressant. Ce sera malheureusement moins impactant d'un point de vue punchline. De fait. Mais j'entends très bien, mais c'est aussi cette nécessité de dire beaucoup de choses avec peu de mots, la punchline. Et en même temps, je suis sûre que l'art rapologique étant ce qu'il est, il y a moyen de le faire bien. Ouais. Et de trouver des super punch avec des façons de dire, voilà, est-ce que t'es même pas capable de pleurer, par exemple. Genre, tu te prends pour qui, t'es pas capable de pleurer ou t'es pas capable d'être fidèle.
Enfin voilà, ou genre de valoriser le fait d'être puceau à 25 ans. Ouais, par exemple. Voilà, c'est des exemples. On va gentiment conclure, Benjamin Veil, mais pour terminer sur une note positive, on était déjà en train d'évoquer des petites pistes comme ça, et notamment rappeler que le rap est loin des clichés qu'on veut lui imposer comme étant un bloc monolithique. Est-ce que vous avez quelques recommandations pour nos auditrices ? Alors, je vais vous recommander donc PDG de Ly, L-Y, qui est un jeune homme trans qui fait du rap d'abord, avant toute chose, avant son identité, et qui donc propose aussi une autre façon d'envisager les choses. Je vais vous recommander Vacation du Juice, donc le Juice. Je vais vous recommander aussi Toc 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 de Naira. Et puis Système de Vicky R. Que des personnes trans et des femmes. Ouais. Aucun homme. Ok. Là, pour le coup, c'est un peu exprès. Oui, non, c'est exprès. Parce qu'il y a un moment où les hommes ont suffisamment de promotion. C'est important que, justement, tout le problème des femmes, c'est qu'elles sont très peu promues, très mal promues. Donc, c'est important de les valoriser, de pouvoir, justement, les faire découvrir autant que possible. Et bon, on va aller y jeter une oreille et ou un œil. À qui profite le sale sexisme, racisme et capitalisme dans le rap français, c'est disponible aux éditions Payot. Benjamin Veil, merci infiniment. Eh bien, merci à vous, José. C'était donc José Tippenauer, alias Geos. Merci à Victoire Tuaillon pour l'invitation originelle. Merci à Naomi Titi pour toute la coordination et la supervision. Et merci à Binge Audio. Retrouvez la suite de cette série sur le rap et les masculinités sur Binge Audio très prochainement. À très bientôt.